Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire susceptible de changer votre vision de la vie. Mon gendre m'a jeté du café brûlant au visage en me disant « Tu manges notre nourriture mais tu ne fais rien pour aider. » Il a claqué mon assiette sur la table. Alors, pendant qu'il dormait, j'ai vendu la maison. Ils m'ont dit que je prenais de la place. Alors, j'ai pris le terrain à la place. Tu manges mais tu ne fais rien, m'a-t-il lancé sèchement. Son visage était rouge de colère. Tu restes là à te comporter comme si c'était chez toi. Tu n'as pas le droit de vivre ici comme une parasite. Ce devait être un paisible dimanche matin. Un de ces dimanches où la lumière du soleil filtre lentement par la fenêtre de la cuisine et où flotte une odeur de pain grillé et de café. Je m'étais levé tôt comme d'habitude, en essayant de ne réveiller personne. J'avais mal au genou à chaque pas, mais j'y étais habitué. À 72 ans, en convalescence après une opération de la hanche, la douleur fait partie du quotidien. Je suis allé à la cuisine, j'ai mis la table comme je le faisais du vivant de Robert, et j'ai attendu. Ma fille Emma est descendue la première, en peignoir, les yeux rivés sur son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand je lui ai dit bonjour. Puis les enfants sont descendus, Sophie et Max, 10 et 7 ans. Ils m'ont souri, adorables comme toujours, et se sont assis à leur place habituelle. Et puis il est entré. Marc, mon gendre. Il mesure 1,88 mètres, avec de larges épaules et un regard perçant. Il ne dit rien au début. Il se versa simplement un café, prit une assiette d'œufs préparée par Emma et s'assit brusquement en bout de table. Il commença à manger sans un mot. Je restai assise dans mon coin, comme toujours, au bord de la table. Mon assiette contenait une tranche de pain grillé et un peu d'œufs brouillés. Je ne voulais pas déranger. Je n'en demandais jamais plus. Je souris. J'essayais toujours de sourire. « Bonjour, Marc, dis-je doucement. » Il ne répondit pas. Il se contenta de mâcher bruyamment. Le silence était pesant. Emma fit comme si de rien n'était. Les enfants chuchotaient à propos d'un jeu vidéo. Je pris mon thé, en faisant attention à ne pas le renverser, quand Marc repoussa brusquement sa chaise. « Tu sais quoi? J'en ai marre, dit-il sèchement. Nous nous sommes tous figés. Tu manges, mais tu ne m'aides pas, dit-il en se tournant vers moi. Il était rouge de colère. Tu restes là à te prendre pour la reine de la maison. Emma releva brusquement la tête. Sophie laissa tomber sa cuillère. Max se recroquevilla sur sa chaise. Je le fixai, abasourdi. J'essaie d'aider, Marc. Ma hanche est encore en convalescence. Le médecin a dit. Il rit. Un rire méchant et vide. Ta hanche. Ça fait 6 mois que tu es là à ne rien faire d'autre que prendre de la place, utiliser notre eau, notre électricité, manger notre nourriture. Marc, s'il te plaît, dit Emma doucement, les yeux écarquillés. Pas maintenant. Mais il n'en avait pas fini. Il attrapa sa tasse de café encore fumante et, d'un geste brusque et violent, me la lança. Le liquide brûlant éclaboussa mes genoux, trempant ma vieille chemise de nuit bleue et me brûlant la peau. Je poussai un cri, non pas de douleur, mais de stupeur. La tasse heurta le sol et roula sous le comptoir. Je baissai les yeux vers la tache brune qui s'étendait sur le tissu. Mes mains tremblaient. Les enfants me fixaient, bouche bée. Puis, comme si cela ne suffisait pas, Marc fracassa son assiette sur la table si fort que les œufs sautèrent et l'assiette se brisa. Je travaille 50 heures par semaine et je rentre à la maison pour trouver ça, hurla-t-il. Une maison pleine de gens qui mangent et ne rien faire pendant que je paie tout. Je restai figé. La brûlure à ma cuisse me faisait atrocement mal. Personne ne. Emma resta figée, les lèvres serrées, fixant la table. Tu n'es pas ma mère, dit Marc. Sa voix était basse, chargée de venin. Et tu n'as certainement pas le droit de vivre ici comme une parasite.
Ces mots me transpercèrent. Ils résonnèrent dans ma tête comme une balle qui ricoche sur un os. Je me tournai vers Emma, espérant de tout mon cœur qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Qu'elle prenne ma défense. Qu'elle lui rappelle que j'étais sa mère. Que je l'avais élevée, nourrie, que j'étais restée à ses côtés dans chaque épreuve. Que j'avais précieusement conservé chaque petite carte qu'elle m'avait faite. Que cette maison avait appartenu à son père et à moi. Mais elle murmura seulement, « Marc, juste, pas maintenant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie prit une serviette et me la tendit lentement. Je la pris d'une main tremblante et essuyai ma robe, sentant la brûlure, la honte et l'incrédulité me monter à la gorge. « Je crois que je vais monter, » dis-je à peine audiblement. Personne ne m'arrêta. Je gravis les marches une à une, agrippée à la rampe de mes doigts engourdis. Je sentis ma poitrine se serrer, non pas à cause de la douleur, mais à cause de quelque chose de bien pire. La prise de conscience que je n'avais plus ma place ici. Que la maison que j'avais construite, la famille que j'avais élevée, l'amour que j'avais donné, il n'y avait plus de place pour moi. Arrivé en haut des escaliers, je m'arrêtai et me retournai. Marc était déjà de retour dans son fauteuil, les yeux rivés sur son téléphone. Emma débarrassait la maison. Les enfants fixaient leur bol de céréales comme s'ils détenaient la réponse à tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas une mère dans cette maison. Ni une grand-mère. Ni même un être humain. J'étais juste un fantôme assis sur une chaise que personne ne voulait occuper. Je montais les escaliers comme un fantôme. Chaque pas était lourd. Chaque respiration plus courte. Mes jambes étaient trempées de café. Ma chemise de nuit me collait à la peau, me brûlant. Le couloir me paraissait plus froid que d'habitude, mais je savais que c'était simplement mon corps qui réagissait au choc. Je refermai la porte derrière moi lentement, avec précaution, pour qu'elle ne grince pas. Puis je la verrouillai. Non pas par peur de ce qui allait suivre, mais parce que j'avais besoin de sentir que je gardais encore une certaine maîtrise. Je m'assis sur le bord du lit. Mes mains tremblaient sur mes genoux. La fine couverture à fleurs que j'utilisais chaque nuit était encore à moitié pliée. L'oreiller sous lequel je gardais le vieux mouchoir de Robert était glissé dessous. Je fixais les taches brunes sur mes jambes et sur ma chemise de nuit. Je les regardais s'étendre comme des plaies. Mes doigts cherchèrent les boutons de mon col. Je me déshabillai silencieusement, machinalement, et enfilai un peignoir propre, l'un des rares qui me restait encore en bon état. Puis je me rassis, toujours à l'écoute. Personne ne monta. On ne frappa pas à la porte. Aucun pas. Aucune excuse. Ils avaient déjà repris leurs activités matinales. Le silence était assourdissant. Je portai une main à ma poitrine et mes doigts effleurèrent quelque chose sous le tissu. J'y plongeai la main et en sortis le petit médaillon en or que je portais chaque jour. Même maintenant. Même quand on se moquait de ma sentimentalité. Je l'ouvris d'un léger clic. À l'intérieur, la minuscule photo de Robert était toujours là. En noir et blanc. Son regard grave. Sa mâchoire ferme. Le même qu'au jour de son retour de la guerre. Et soudain, les années s'effacèrent. Je fermai les yeux. L'odeur du cèdre et de la peinture fraîche embaumait l'air. Robert se tenait devant la maison, le visage ruisselant de sueur, un marteau à la main. Il avait passé des mois à construire ce porche. Il voulait que tout soit parfait. Chaque clou. Chaque planche. Il n'était pas obligé de le faire lui-même, mais c'était sa nature. Après son retour de la guerre, Robert avait dit vouloir créer quelque chose de ses mains. Quelque chose de paisible. Quelque chose de solide. Cette maison te protégera quand je ne serai plus là, m'a-t-il dit un jour, en prenant mon visage entre ses mains rugueuses et calleuses. C'est pour ça que je la construis de mes propres mains. C'était au printemps 1959 quand nous avons emménagé. À l'époque, la maison se dressait sur une étendue de terre du France, entourée de champs et de chants d'oiseaux.
Il n'y avait pas encore de voisins. Juste des arbres qui se balançaient comme s'ils connaissaient nos noms. Et des cerfs qui erraient près de la clôture du fond. Robert a peint la cuisine en bleu parce que, disait-il, cela lui rappelait mes yeux. J'y ai préparé notre premier repas, les manches encore couvertes de farine après avoir fait du pain de maïs. Nous avons ri comme des fous. Nous avons dansé sur une chanson grésillante à la radio dans le salon, avant même que le sol ne soit fini. Et oh, comme cette maison nous a soutenus dans toutes les épreuves. 3 enfants. Une fausse couche. Des tempêtes qui ont mis le toit à rude épreuve. Des hivers où nous nous réchauffions en empilant les couvertures et en restant assis ensemble en silence. La nuit de la naissance de notre Benjamine, Emma, Robert a failli enfreindre toutes les règles de la circulation du comté pour m'emmener à l'hôpital. Et lorsqu'il l'a prise dans ses bras, son visage s'est adouci. Comme si toutes les aspérités de la guerre s'étaient enfin dissipées. Ce n'était pas un homme parfait. Mais il nous aimait d'un amour indéfectible. Même à la fin de sa vie, alors que le cancer l'avait presque entièrement affaibli, Robert insistait pour que je le conduise sur la véranda afin qu'il puisse admirer le lever du soleil. Cette véranda qu'il avait construite. Cette terre qu'il avait cultivée. Cette maison qu'il a toujours considérée comme la nôtre. Les dernières choses qu'il m'a dites d'une voix claire, 2 jours avant son décès, sont gravées dans ma mémoire. S'ils t'aiment, ils respecteront cette maison. Ils comprendront ce qu'elle représente pour toi. Sinon, Hélène, ne signe rien. Absolument rien. Cette maison a été construite avec amour. Ne les laisse pas la défigurer. Il m'a regardé droit dans les yeux. Promets-le-moi. Et je l'ai fait. Mes doigts se sont crispés sur le médaillon. J'avais tenu ma promesse. Les papiers qu'Emma et Marc m'avaient demandé de signer, juste après les funérailles de Robert. J'ai souri et dit que j'y réfléchirais. Ils me les ont rapportés 2 fois. Emma, le regard coupable. Marc, irrité. Mais je n'ai jamais signé. Je les ai rangés dans le tiroir du bas du vieux bureau de Robert, dans cette même pièce. Juste en dessous du drapeau cousu main pour la cérémonie et de la petite boîte en bois qui contenait nos alliances. Je savais ce qu'ils pensaient. Que j'avais fini par céder. Que Emma, étant notre fille, en avait hérité automatiquement. Que je n'avais aucune raison de m'y accrocher. Mais ils se trompaient. J'avais toujours l'acte de propriété. J'avais toujours le pouvoir. Et ce soir, après ce qui s'est passé en bas, après les paroles cruelles de Marc et ce café brûlant, j'ai compris quelque chose que Robert savait probablement depuis toujours. Parfois, aimer, c'est protéger non seulement ce qui a été, mais aussi ce qui est encore. Ce qui peut encore être. Je me suis levée lentement. J'ai traversé la pièce jusqu'au vieux bureau. J'ouvris le tiroir et pris le dossier. Il était un peu poussiéreux, mais j'en sentais le poids entre mes mains, comme je sentais la voix de Robert résonner dans mon cœur. Les papiers de transfert étaient toujours là. Non signés. Et en dessous, l'acte de propriété original. À mon nom. Clair comme de l'eau de roche. Je me rassis sur le lit, les papiers sur les genoux, et fixai la ligne de signature. Vide. En attente. Puissante. À cet instant, je ne me sentais plus comme un fantôme. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Vivante. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps qu'ils se souviennent à qui appartenait vraiment cette maison. Ce soir-là, au dîner, je restais assise en silence, comme j'avais pris l'habitude de le faire. Mon assiette était remplie, comme toujours, des restes. Emma me la tendit discrètement. Sans me regarder. Un geste machinal. Les enfants parlaient de leur journée d'école. Marc grogna en mâchant, son téléphone à la main. La télévision diffusait un murmure insignifiant depuis le salon. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne me demandait si ma brûlure à la jambe allait mieux. Elle me faisait encore mal. Rouge et douloureuse.
Mais j'avais appris depuis longtemps qu'une douleur physique était plus facile à supporter qu'une blessure morale. Je beurrais mon pain avec des gestes lents et délibérés. Comme si j'essayais de tuer le temps plutôt que de calmer ma faim. Personne ne le remarquait. J'étais devenu un meuble dans cette maison. Une chaise dans un coin. Un rideau que personne n'ouvrait. Parfois, Sophie me souriait. Et Max murmurait « Bonne nuit, mamie », quand il s'en souvenait. Mais ce n'étaient que des enfants. Encore innocents. Pas encore capables d'oublier quelqu'un. Emma croisa mon regard un instant et me lança cette même expression crispée. Puis, dans la cuisine après le dîner, alors que je rinçais mon assiette à l'eau tiède, elle s'approcha de moi par derrière. « Maman, dit-elle doucement. S'il te plaît, ne prends pas mal ce que Marc a dit ce matin. Il est très stressé au travail. » J'ai coupé l'eau. Je n'ai rien dit. Elle a continué, un peu plus pressée, comme si elle voulait juste que ce moment gênant prenne fin. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il perd juste son sang-froid parfois. Il ne le fait pas exprès. Je me suis tournée vers elle. Son regard s'est baissé. Il m'a jeté du café brûlant. « Emma, ai-je dit doucement. Devant tes enfants. » Elle s'est mordu la lèvre. Je sais. J'ai vraiment besoin que tu ne compliques pas les choses en ce moment. S'il te plaît. J'ai hoché la tête une fois. Je suis retournée à l'évier. Et j'ai fini de laver mon assiette. Compliqué. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Comme si j'étais un problème. Pas une mère. Pas un être humain. Juste un fardeau qui lui compliquait la vie. Ce soir-là, assise dans mon lit, j'avais un carnet et un stylo, l'une des rares choses dans la maison qui m'appartenait encore. J'ai commencé à écrire. Non par vengeance, mais par nécessité. Des mots. Des dates. Des phrases. 18 janvier. Tu ne fais que manger et regarder la télé. Au moins, le chien rapporte la balle. 5 février. Il a jeté ma boîte de médicaments dans le tiroir. Il a dit « Garde tes pilules loin de ma cuisine ». 12 mars. Il a levé les yeux au ciel en voyant mon gilet sur le dossier de la chaise. « Tu étends le linge dans ma salle à manger, maintenant ?» C'était devenu un petit rituel. Silencieux. Invisible. Chaque matin, je cachais le carnet sous mon oreiller. Ce geste me rendait un peu de tout. Ma mémoire. Ma lucidité. Ma vérité. On pouvait m'effacer par le silence le jour, mais la nuit, je me réincarnais. J'ai commencé à observer Marc de plus près. Sa façon de marcher, comme si la maison était une scène et que tous ses occupants lui devaient des applaudissements. La façon dont Emma sursautait quand il élevait la voix, même quand ce n'était pas pour elle. La façon dont il jetait ses bottes de travail dans le couloir tous les soirs, comme si le sol était reconnaissant de les recevoir. Plus Emma devenait froide, plus je la sentais s'éloigner. Pas seulement de moi, mais d'elle-même. Ma fille, autrefois si pleine de rire et de rébellion, agissait maintenant comme si elle avait peur de se briser. Je voulais lui demander où était passée l'étincelle. Mais la réponse était trop forte pour être ignorée. Elle avait été étouffée par des années à essayer de maintenir la paix. Une paix qui avait coûté trop cher. Un soir, je marchais dans le couloir quand j'ai entendu Marc au téléphone. Sa voix venait du garage. Je me suis arrêtée, invisible, juste devant la porte entr'ouverte. « Non, mec », disait-il en riant. « Je te jure, c'est comme vivre avec un fantôme. La vieille dame flotte dans la maison. Elle mange ma nourriture. Elle me remercie comme si elle était une reine. Elle ne lève pas le petit doigt. Elle dit qu'elle a mal à la hanche. Franchement, je préférerais nettoyer une niche que de vivre avec une belle-mère qui se prend pour une reine. » Il y avait des rires à l'autre bout du fil. Marc s'est joint à eux. Mon cœur a ralenti. Pas arrêté. Juste ralenti. C'était une sensation étrange. Entre le chagrin et la résignation.
Je me suis retournée et je suis retournée dans ma chambre sans faire un bruit. Cette nuit-là, je n'ai rien écrit dans mon carnet. Je suis restée là, à fixer le plafond. Les ombres dansaient sur la façade, projetées par le lampadaire. Je repassais cette phrase en boucle. Je préférerais nettoyer une niche. Il me prenait pour moins qu'un animal. Je me suis souvenu d'une histoire que Robert m'avait racontée de son service militaire. Il disait que la pire insulte qu'il ait jamais entendue n'avait pas été criée, mais chuchotée dans le dos de quelqu'un. Ce n'était pas le volume qui blessait, m'avait-il dit. C'était le fait que quelqu'un y ait cru et pensait que personne d'autre ne s'en soucierait. Marc croyait ce qu'il disait. Et il pensait que personne d'autre ne s'en soucierait. Surtout pas moi. Mais je m'en souciais. Plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Non pas parce que ces mots m'avaient surprise, mais parce qu'ils confirmaient ce que je craignais depuis des mois. Je n'étais plus Hélène, celle qui avait préparé des repas de Thanksgiving pour 30 personnes dans cette même maison. Plus Hélène, celle qui avait cousu la robe de bal d'Emma quand elle n'avait pas les moyens d'en acheter une. Plus Hélène, celle qui avait tenu son nouveau-né dans ses bras, dans ce salon, et pleurait de joie. J'étais un figurant. Un personnage secondaire dans une histoire dont le nom avait depuis longtemps été effacé du scénario. C'est alors que j'ai commencé à voir la maison différemment. Non plus comme un foyer, mais comme un champ de bataille de souvenirs. Et j'ai compris au plus profond de moi que si je mourais demain, on ne se souviendrait pas de moi comme de la femme qui avait bâti sa vie ici. On se souviendrait de moi comme de la vieille dame assise dans son coin. Et ça, ce ne serait pas ma fin. Le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai ouvert le tiroir du bas du vieux bureau de Robert. L'air était immobile et lourd. Un silence qui vous colle à la peau. Je me suis agenouillée, grimaçant légèrement à cause de la raideur de ma hanche, et j'ai plongé la main à l'intérieur. J'ai sorti un classeur en cuir délavé, celui que Robert avait gardé sous clé pendant des années. Mes doigts ont effleuré sa surface comme s'il était sacré. Et pour moi, il l'était. Je l'ai ouvert lentement. Avec respect. À l'intérieur se trouvaient les documents. Vieillis. Jaunis légèrement sur les bords. Mais nets et intacts. L'acte de propriété. L'accord de transfert initial que Robert avait rédigé avec son avocat il y a près de 10 ans. Je me souvenais parfaitement de cette réunion, même si, à l'époque, je comprenais à peine les termes juridiques. C'était un après-midi paisible dans notre cuisine. Robert était assis en face de notre avocat de longue date, maître Harold Mitchell, un stylo à la main, le front plissé par cette même gravité qu'il arborait lorsqu'il s'agissait de régler un problème important. « Je veux que la maison revienne à Emma un jour », avait-il dit. Mais pas automatiquement. Pas sans l'accord d'Hélène. Cette maison a été construite pour elle. Personne ne la mérite plus qu'elle. Et si jamais quelqu'un la traite comme une moins que rien, je veux qu'elle puisse dire « C'est à moi, et vous n'avez rien à faire ici ». Je me souvenais du regard que Robert m'avait lancé à ce moment-là. Non pas avec sentimentalisme, mais avec lucidité. Comme s'il pressentait qu'un jour j'aurais besoin de ce pouvoir. Maître Mitchell acquiesça et rédigea la clause. La propriété serait léguée à Emma en nom, mais le transfert de pleine propriété nécessitait une dernière signature. La mienne. Et cette signature, à ce jour, n'avait jamais été apposée. Je fixai à nouveau la ligne blanche. Des années plus tard. Vide. En attente. La seule chose qui me séparait de la liberté. Je serrai les papiers contre moi et les glissai dans une enveloppe neutre. Puis j'enfilai mon manteau. Il était 7h15. La maison dormait encore. Marc ne se levait jamais avant 8h le week-end. Emma restait au lit encore plus longtemps. J'avais le temps. Je pris le bus pour aller en ville et m'assis près de la fenêtre. Le dossier était plaqué contre ma poitrine, comme s'il pouvait me protéger du monde extérieur. La ville n'avait guère changé. Les mêmes rues. Le même café au coin de la rue.
Le même palais de justice à la peinture blanche écaillée. Monsieur Harold Mitchell travaillait toujours dans le même immeuble de Magnolia Street, juste au-dessus de la boulangerie qui embaumait toujours la cannelle. Je sonnai à l'entrée et attendis. Il ouvrit la porte, surpris d'abord, puis esquissa un sourire. « Tiens, si ce n'est pas Hélène Carter, dit-il. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. » J'acquiesçai, la voix tremblante. « Il faut que je vous parle de la maison. » Il me fit signe d'entrer. Bientôt, nous étions assis face à face, comme des années auparavant. Je sortis le dossier et posai les papiers devant lui. « Je ne l'ai jamais signé, Harold, dis-je doucement. Mais je crois que je devrais le faire. » Il examina attentivement les documents, ajustant ses lunettes. « Vous en avez parfaitement le droit, confirma-t-il. Robert a tout structuré exactement comme il l'avait prévu. Tout est écrit noir sur blanc. Vous êtes la seule décision. » Ces mots restèrent comme une poussière dans l'air. Je me laissai aller dans mon fauteuil et expirai un souffle que je retenais depuis des mois sans m'en rendre compte. Et si je décide de la vendre? Vous pouvez la vendre. La donner. La louer. La raser, dit-il. C'est votre droit. Cela me fit esquisser un sourire. Tout raser. L'image était tentante. Il hésita un instant. Tu penses à partir? Je pense à survivre, dis-je. Il hocha la tête. De la compréhension dans le regard. Nous discutions encore un moment, abordant les aspects pratiques. Il me dit qu'il pouvait gérer le processus discrètement si c'était ce dont j'avais besoin. Je lui répondis que c'était exactement ce qu'il me fallait. Discret, mais définitif. Quand je sortis de son bureau, le ciel s'était éclairci. Je me sentis étrangement plus grand. Comme si l'air autour de moi avait changé. J'ai flâné un moment dans le petit centre-ville. J'ai longé les devantures des magasins et les parterres de fleurs. J'ai croisé des enfants tenant la main de leurs parents. Puis, mon regard s'est arrêté devant un panneau d'affichage public cloué sur le côté de la poste. Parmi les prospectus pour des cours de guitare et des chats perdus, il y avait une annonce imprimée en lettres vertes et grasses. Appel aux propriétaires fonciers. Association locale de conservation recherche des propriétés rurales pour créer une réserve naturelle. Préservez le patrimoine naturel du Tennessee. Faites de votre terrain un héritage. Un numéro de téléphone était inscrit en dessous. Je l'ai fixé du regard. Puis je l'ai relu. Et encore. Une idée, lente mais indéniable, a commencé à germer. J'ai pensé au terrain derrière notre maison. À l'immensité de l'espace. Aux arbres qui se souvenaient encore des mains de Robert. Au champ où Emma courait au milieu des fleurs sauvages. Je me suis souvenu des paroles de Robert. Ici, c'est la paix. Je veux que la paix y règne longtemps après notre départ. Peut-être que c'était encore possible. J'ai déplié le prospectus et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. En rentrant, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai sorti une carte des environs du vieux classeur de Robert. Je l'ai étalée sur le lit et j'ai suivi du doigt les lignes qui délimitaient notre terrain. 9 hectares. Non bâtis. Toujours classé en zone résidentielle privée. Exactement le genre de terrain qu'une association de protection de la nature pourrait convoiter. Exactement le genre de terrain qu'il recherchait. Je me suis adossé et j'ai contemplé la carte. La réalisation m'a envahi comme la première brise fraîche après un été caniculaire. Si je vendais cette maison pas à Emma, pas à Marc, pas à aucun des voisins mais à quelqu'un qui la protégerait, la préserverait, la garderait hors de leur portée pour toujours, ce serait la justice que Robert aurait souhaitée. Et la vengeance que je ne m'étais jamais autorisé à envisager. Jusqu'à maintenant. J'ai plié la carte avec soin. Je l'ai posée à côté du prospectus. Assise dans le silence de ma chambre, j'entendais encore les échos des rires de Marc venant du rez-de-chaussée et la voix d'Emma appelant les enfants pour qu'ils viennent ranger.
Il me prenait pour une ombre. Mais il n'en avait aucune idée. La lumière était sur le point de changer. Et quand ce serait le cas, il me verrait clairement pour la première fois depuis des années. J'ai attendu jusqu'à lundi matin, sachant que la maison serait vide. Marc était parti travailler tôt, grommelant contre les embouteillages comme toujours. Emma avait emmené les enfants à leurs cours de piano et de karaté. Les seuls bruits étaient le bourdonnement lointain du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge au-dessus de la fenêtre de la cuisine. Je me suis assise au vieux bureau de Robert, le prospectus étalé à côté de moi, et j'ai composé le numéro indiqué en bas. Le téléphone a sonné 2 fois. Merci d'avoir appelé le Franceland End Conservation Trust. Comment puis-je vous aider? Répondit une voix enjouée et polie. Je me suis raclé la gorge. Oui, bonjour. J'ai vu votre prospectus en ville concernant l'achat du terrain. Oui, madame. Nous examinons actuellement plusieurs propriétés pour notre projet de réserve. Puis-je vous demander votre nom? J'ai hésité un instant. En fait, je préférerais ne pas donner mon nom complet au téléphone. Pas encore. Ma situation est délicate. Un silence. Puis la chaleur est revenue. Bien sûr, madame. Nous comprenons votre besoin de confidentialité. Souhaiteriez-vous programmer une évaluation discrète? Oui. J'aimerais que quelqu'un vienne jeter un coup d'œil. Discrètement. Je ne veux pas que les occupants de la maison soient au courant. Est-ce possible? Absolument. Nous avons déjà effectué des évaluations confidentielles. Quelle est l'adresse de la propriété? Je l'ai donnée lentement et distinctement. Mon cœur battait la chamade à la fin de l'appel. Ils ont programmé une visite privée pour jeudi après-midi. Après avoir raccroché, j'ai longuement fixé le téléphone, puis je l'ai rangé dans le tiroir. Un calme étrange m'a envahi. Comme celui qu'on ressent avant l'orage, quand tout devient étrangement immobile. Ce jeudi-là, à 14h30 précise, un SUV beige s'est arrêté à l'orée de la propriété. 2 personnes sortirent, une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un gilet utilitaire orné du logo de l'association, et un homme portant un bloc-notes. Je les accueillis au portail arrière, coiffés d'un chapeau à large bord et gantés de vieux gants de jardinage. J'avais volontairement opté pour une tenue décontractée et les saluai avec un léger accent du Sud que je n'avais pas utilisé depuis des années. « Vous êtes bien de l'association ?» demandai-je. La femme sourit. « Oui. Nous sommes venus évaluer le terrain. » « Eh bien, les propriétaires ne sont pas là, dis-je en désignant la maison d'un signe de tête. Je ne suis que le gardien. Je m'occupe de cet endroit depuis le décès du vieil homme. Vous devrez faire silence. Ils échangèrent un regard, puis hochèrent la tête, comprenant. Je leur fis visiter la propriété, leur montrant les limites, la lisière de la forêt, le petit ruisseau qui coulait encore limpide à l'extrémité sud du pâturage. Ils prirent des photos, prenèrent des notes, murmurèrent entre eux. Ils m'ont posé des questions sur la qualité du sol, la faune sauvage, les restrictions de zonage. J'ai répondu à tout. Je vivais sur cette terre depuis plus de 40 ans. Je la connaissais comme ma poche. Avant de partir, la femme s'est tournée vers moi et a dit « Nous serions très intéressés. Si vous êtes la personne habilitée, nous serions ravis de vous faire une offre et de vous préparer les documents à examiner. » C'est moi, ai-je murmuré. Eh oui, je vous en prie. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Non pas à cause de l'anxiété, mais à cause de l'adrénaline. Le lendemain, le courriel est arrivé. L'offre était juste. Plus que juste. Suffisante pour que je parte. Suffisante pour recommencer à zéro. Suffisante pour que Marc et Emma ne remettent jamais les pieds sur cette terre. J'ai imprimé les documents. Je me suis assise, la main ferme. Et j'ai signé l'acte de transfert. C'était une victoire discrète, et pourtant mes doigts tremblaient légèrement. J'ai scellé l'enveloppe,
inscrit la date de la légalisation en haut et glissé l'acte dans le tiroir à côté de l'original. Il ne restait plus qu'à obtenir la signature finale au tribunal. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur le sol du salon, je me suis tenue tranquillement dans ma chambre et j'ai commencé à plier des vêtements. Un par un. Soigneusement, sans me presser. J'ai rempli une petite valise. Pas tout. Juste le nécessaire. Ma chemise de nuit. Mon médaillon. Le carnet. Une photo encadrée de Robert. Le porte-documents en cuir. Une Bible usée. 2 foulards. Ma crème pour l'arthrite. Un petit pot de bonbons à la menthe. C'était paisible. Presque méditatif. Comme si je me préparais pour un voyage tant attendu. Soudain, j'ai entendu des rires venant du salon. Je me suis arrêtée, jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Je les ai vus. Marc, les pieds sur la table basse. Le bras autour d'Emma. Tous deux regardaient une sitcom. Ils riaient comme si tout allait bien. Comme les insultes, les rejets, le café, le silence, tout cela n'avait jamais eu lieu. Ma fille posa sa tête sur son épaule. Il se pencha et déposa un baiser sur son front. Le son de leur joie résonnait dans mes oreilles comme un crépitement. Et pourtant, je ne dis rien. Je fermai simplement la porte et la valise. Ce moment me resta en mémoire plus longtemps que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'il me rendait triste, mais parce qu'il me donnait une certitude. Il pensait que j'étais à l'étage, invisible. Mais j'étais en bas, dans mon esprit, ouvrant l'avenir une fermeture éclair après l'autre. Demain, je quitterai cette maison, non pas en victime, mais en propriétaire légitime, la cédant à un avenir où ils n'auraient jamais leur place. Il faisait encore nuit noire quand je me suis glissée par la porte d'entrée. Le ciel commençait à peine à se parer de son voile d'étoiles. Je me déplaçais silencieusement, prenant soin de ne pas faire grincer les vieilles charnières, serrant mon sac à main à 2 mains. À l'intérieur se trouvait tout ce dont j'avais besoin. Les documents notariés. L'acte de propriété original. Ma carte d'identité. Et une petite enveloppe contenant la dernière lettre que Robert m'ait écrite. Juste pour me donner du courage. La maison était silencieuse derrière moi. Aucun pas. Aucun enfant réveillé. Aucun cri. Aucun rire cruel. Seulement le léger ronronnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel du bois qui se tassait. Ils dormaient tous encore. Je suis restée un instant sur le trottoir, respirant l'air froid du Tennessee. Il avait le goût de la liberté. Un taxi jaune est arrivé à 6h15 précise, comme prévu. Le chauffeur, un jeune homme qui écoutait de la musique à faible volume à la radio, m'a aidé à charger ma petite valise à l'arrière. Il n'a posé aucune question. J'étais reconnaissante. En centre-ville, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. D'abord le tribunal. Puis un dernier arrêt. Nous avons roulé en silence. Au bureau du greffier du comté, j'ai remis tous les documents contenus dans l'enveloppe, les mains fermes comme des statues. La femme derrière le guichet a souri, a vérifié les papiers et a hoché la tête. Tout est en ordre, Madame Carter. L'association de protection de l'environnement a effectué le virement ce matin même. Nous avons déjà reçu la confirmation. Si rapide. Si simple. Si irréversible. J'ai demandé une copie de la transaction pour mes archives. Tandis qu'elle imprimait la dernière page, elle a dit « Vous savez, il est rare de voir des gens faire don de terrain comme celui-ci. Vous préservez quelque chose de vraiment exceptionnel. » J'ai souri. C'est bien le but. De là, j'ai pris un taxi pour traverser la ville et rendre visite à une amie que je n'avais pas vue depuis des années. Patricia Harris, une veuve comme moi, à l'esprit vif et dont la véranda était ornée de carillons. Nous avions perdu contact après le décès de Robert, principalement de ma faute.
Mais lorsque je l'ai appelée la semaine dernière pour lui demander si je pouvais rester quelques jours, elle n'a pas hésité. Bien sûr que tu peux, m'a-t-elle répondu. J'ai un lit douillet et une tarte toute fraîche. Apporte juste tes histoires. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je partais. Elle a simplement ouvert sa porte et m'a serré dans ses bras. Cet après-midi, j'ai reçu la confirmation du trust. Le transfert de propriété était effectif. La maison et le terrain faisaient désormais officiellement partie du France Reserve Project. Avec effet immédiat. J'ai passé la journée suivante à lire sur la véranda de Patricia, à regarder les écureuils se poursuivre sur le toit. Je n'éprouvais aucune amertume. Juste une paix intérieure. Celle qui suit une tempête dont on est sorti indemne. Mais de retour à la maison, mon ancienne maison, l'atmosphère était bien différente. Le lendemain matin, à 10h07 précise, Marc ouvrit la porte et découvrit sur le perron 2 agents du comté en uniforme et un représentant légal du France Land Conservation Trust. « Est-ce bien la résidence de Marc et Emma Sanders ?» demanda l'agent. Marc cligna des yeux. « Oui. Pourquoi ? » Nous sommes venus vous informer que la propriété que vous occupez a fait l'objet d'un transfert légal. Vous êtes désormais considéré comme locataire sans bail ni droit de séjour. Vous disposez de 48 heures pour quitter les lieux. Il éclata de rire. De quoi parlez-vous ? Ma femme est propriétaire de cette maison. Le représentant lui tendit un dossier. Non. Elle ne l'a jamais été. La maison n'a jamais fait l'objet d'un acte de vente. Madame Hélène Carter a conservé l'entière autorité. Elle a procédé à une vente légale. La propriété appartient désormais au France Land Conservation Trust. Emma apparut derrière lui, pieds nus et paniquée. Les yeux écarquillés, elle s'empara des papiers. Non. Non. Il doit y avoir une erreur. Ma mère habite ici. C'est notre maison. La maison de nos enfants. L'agent garda son calme. Madame, vous devrez porter l'affaire devant les tribunaux si vous estimez que vos droits ont été bafoués, mais je vous assure que la transaction est légale. Vous devez quitter les lieux sous 48 heures, sous peine d'expulsion. Ce fut le chaos. Emma cria, suppliant de me voir. Marc jura si fort que le voisin d'en face sortit sur le perron. Sophie et Max restèrent derrière leur mère, silencieux, enlacés. Puis arriva le moment que j'attendais. Je suis arrivé 15 minutes plus tard, descendant l'allée de gravier vers la maison, vêtu d'un simple manteau bleu marine, tenant le contrat légal à la main comme un drapeau plié. L'agent se retourna. Madame Carter. J'acquiesçai. Emma me remarqua la première. Maman. Elle courut vers moi, les larmes ruisselant sur son visage. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi as-tu fait ça ? On avait besoin de toi. Les enfants, c'est leur maison. Je la regardai dans les yeux et restai silencieuse un instant. Je voulais qu'elle ressente ce silence, comme je l'avais ressenti pendant des mois. Puis, d'une voix calme, je dis, « Vous avez dit que je prenais de la place. » Marc se précipita vers moi, les poings serrés. « Tu n'en avais pas le droit. C'était aussi ma maison. » Je me tournai vers lui, me redressant comme je ne l'avais pas été depuis des années. « Ta maison. Tu m'as jeté du café à la figure comme si j'étais un déchet. Tu t'es moqué de moi devant tes amis. Tu vivais sous mon toit et tu te comportais comme si j'étais un chien errant. » Il ouvrit la bouche, mais je levai la main. Vous disiez tous que je n'avais pas ma place. Que je gênais. Eh bien, je n'ai jamais gêné. J'étais le pilier. Je me suis approché et j'ai tendu l'acte de propriété. J'ai bâti cette vie. J'ai bâti cette maison. Et maintenant, je bâtis autre chose. J'ai marqué une pause, puis j'ai prononcé les derniers mots, comme une pierre tombant dans l'eau. Je n'occupais pas d'espace. J'étais l'espace. Et maintenant, cet espace n'est plus à toi. Sur ces mots, je me suis retourné et je suis parti.
Le vent léger caressait mon dos. Le poids que je portais depuis si longtemps s'est enfin allégé. Je n'aurais jamais imaginé fonder une fondation. À vrai dire, je n'aurais même jamais imaginé quitter cette maison. Pendant des années, j'ai cru que je me fondrais simplement dans le décor, que je m'éteindrais paisiblement dans mon sommeil et que l'on ne se souviendrait de moi que par les ombres qui s'accumulaient dans les coins du couloir. Mais parfois, il suffit d'une assiette cassée, d'une tasse de café renversée, d'une insulte de trop pour réveiller quelque chose en vous. 2 semaines après la finalisation de la vente et le transfert définitif de la propriété au Franceland End Conservation Trust, j'étais assise en face de mon avocat dans son bureau. Le soleil réchauffait la pièce à travers la fenêtre tandis que nous vérifions la confirmation du virement. « Tout est en ordre », dit-il en glissant les papiers dans un dossier bien rangé. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» Je souris lentement, un peu timide au début. Je veux aider les gens comme moi. Ceux qu'on a oubliés au sein même de leur famille. Ceux qui ont encore de la valeur, même si personne à table ne la voit plus. Il haussa les sourcils. Comme une association. Exactement, dis-je. J'ai déjà un nom. Je sortis une serviette de mon sac où j'avais griffonné les lettres. Abel aider et construire la vie des aînés. Il rit doucement. C'est accrocheur. Et ça tombe bien. Avec son aide et celle d'une amie de la banque locale, j'ouvris un compte et remplis les formalités administratives pour créer légalement l'association. En un mois, j'avais constitué une petite équipe des bénévoles au début. Principalement des femmes de mon ancien cercle de patchwork. Une assistante sociale à la retraite. Et un stagiaire dynamique nommé Marcus, qui m'appelait Mademoiselle Hélène, comme si j'étais une reine. Nous avons commencé modestement. Des colis pour les personnes âgées isolées. Des appels téléphoniques mensuels pour prendre des nouvelles des aînés vivant seuls. Des conseils juridiques pour ceux qui étaient victimes d'abus ou de coercition. Mais ce que nous avons offert de plus précieux, finalement, ce n'était ni la nourriture ni l'argent. C'était la possibilité de s'exprimer. Nous avons organisé notre première rencontre communautaire dans le sous-sol d'une église unitarienne, un jeudi soir. Je pensais que 5 personnes viendraient peut-être. 30 sont venues. À la deuxième rencontre, nous étions près de 70. Des grands-mères. Des vétérans. Des veufs. Un homme discret qui avait été mis à la porte par sa fille après son AVC. Une femme dont la famille refusait de lui rendre visite tant qu'elle ne leur remettait pas ses allocations de sécurité sociale. Je me suis levée devant eux, le cœur battant la chamade, et je leur ai raconté mon histoire. De la brûlure sur ma cuisse à l'acte de propriété à mon nom. Du silence à table au coup frappé à la porte qui a tout changé. Je leur ai parlé de Robert et de la promesse que j'avais tenue. Et quand j'eus terminé, il n'y eut aucun applaudissement. Juste un silence. Mais pas un silence glacial. Ce silence était profond. Lourd. Recueillement. Puis quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Et puis ils se sont levés. Certains pleuraient. D'autres hochaient la tête. Le lendemain matin, une équipe de télévision locale m'a appelé pour me demander si je voulais bien raconter mon histoire à l'antenne. Apparemment, quelqu'un avait enregistré une partie de notre intervention et l'avait mise en ligne. J'ai hésité. Je ne suis pas sûre de vouloir devenir un spectacle, ai-je dit. Mais le jeune producteur au téléphone a répondu. Mademoiselle Hélène, vous n'êtes pas un spectacle. Vous êtes une voix. Le reportage a été diffusé la semaine suivante. Ils m'ont filmé assise sur le porche de Patricia, sirotant un thé glacé, le carillon tintant derrière moi. Ils ont ajouté une douce musique de piano et inséré des images de mon ancienne maison, avec maintenant un panneau devant. Terrain protégé. Futur site de la réserve naturelle du France. L'histoire a fait le buzz. Très vite, j'ai été invitée à prendre la parole dans un podcast, puis à un sommet d'État sur les droits des personnes âgées à Nashville. Des inconnus ont commencé à m'écrire.
Certains venaient d'aussi loin que l'Oregon et le Maine. Beaucoup ont commencé de la même façon. Je vous ai vu aux informations et j'ai pleuré. Moi aussi, je vivais comme un fantôme. Vous m'avez rappelé que je n'étais pas invisible. À un moment donné, un animateur radio m'a surnommée la dame du café qui a conquis le territoire. Je pensais que cela me dérangerait, mais pas du tout. Au contraire, j'ai ri. Oui. C'était exactement qui j'étais. J'étais la femme à qui l'on avait jeté du café brûlant au visage dans sa propre cuisine et qui avait transformé cette humiliation en quelque chose de sacré. J'étais la femme qu'on avait traitée de fardeau, de problème, de trop vieille, et qui avait transformé son silence en porte-voix. La Fondation Abel a continué de se développer. Nous avons obtenu une subvention pour créer un fonds de logement d'urgence pour les personnes âgées en situation de crise familiale. Nous avons établi des partenariats avec des églises et des bibliothèques locales pour proposer des ateliers sur le droit immobilier et les droits successoraux. Nous avons mis en place une ligne d'assistance téléphonique. Marcus a créé un site web. Patricia gérait notre page Facebook, en y publiant des citations de nos conférences et des photos des biscuits que nous servions lors des réunions. Pour le premier anniversaire de la Fondation, nous avons organisé une fête en plein air dans la nouvelle réserve où se dressait autrefois ma maison. Les arbres étaient majestueux. Une brise fraîche soufflait. Le silence régnait. Et sous un grand chêne, une plaque de laiton avait été installée. On pouvait y lire. En l'honneur d'Hélène Carter. Elle a occupé l'espace et l'a rendu. Une gardienne de la dignité. Je me suis tenue devant cette plaque, les larmes aux yeux, entourée de gens beaucoup plus âgés, beaucoup oubliés par les leurs mais tous debout, la tête haute, se tenant la main, souriant. J'ai alors senti la présence de Robert. Pas seulement dans mes souvenirs. Présente. Comme s'il se penchait juste derrière moi, murmurant « Je t'avais dit de ne rien signer ». Ce soir-là, de retour chez Patricia, je me suis regardée dans le miroir et je me suis à peine reconnue. Non pas parce que j'avais l'air plus jeune, mais parce que j'avais l'air éveillée. Rayonnante. Entière. J'ai souri. Pas le sourire forcé que j'arborais lors des dîners de famille. Pas le sourire poli que j'arborais chez eux. Un vrai sourire. Large et sans gêne. C'était le premier sourire depuis des années qui me semblait vraiment m'appartenir. Avant, je croyais qu'une fois les enfants grands, il fallait disparaître discrètement. Ne pas faire de vagues. Ne pas prendre de place. Mais j'ai appris que certaines choses comme la dignité, comme sa propre voix méritent qu'on leur fasse de la place. Après avoir vendu la maison, je n'ai pas seulement trouvé la liberté. J'ai trouvé l'opportunité de faire quelque chose d'important. Alors j'ai fondé la Fondation Abel Aider et construire la vie des aînés. Tout a commencé sur la table de la cuisine de Patricia, avec un stylo, un bloc-notes et une tasse de thé froid. Abel n'était plus seulement mon nom. C'est devenu une mission. Nous avons commencé par aider les personnes âgées isolées. En leur livrant des courses. En organisant des groupes de soutien. Et tout simplement en les écoutant. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils exprimaient leur souffrance à voix haute. Une femme a dit « Je ne pensais pas que quelqu'un se soucierait de moi si je disparaissais. » C'est à ce moment-là que j'ai su que nous faisions quelque chose d'important. Puis quelqu'un a partagé une vidéo où je racontais mon histoire du café qu'on m'a jeté dessus à l'acte de propriété que je n'ai jamais signé. Elle est devenue virale. Les lettres ont afflué. On me disait que je donnais aux gens la force de se battre. Quand les médias m'ont surnommée la dame du café qui a pris le terrain, je n'ai pas bronché. Cette tasse de café, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je l'ai franchie et je me suis retrouvée. Je n'ai pas seulement récupéré une maison. Je me suis retrouvée moi-même. Mes journées sont plus calmes maintenant. Et enfin, elles m'appartiennent. Je vis dans une petite maison blanche aux volets verts, en bordure de forêt, où les matins commencent par le thé et le chant des oiseaux, et les soirs s'achèvent à la lueur dorée des lampes et au bruissement des pins.
Le rocking chair sur ma véranda grince comme un vieil ami, me rappelant que je suis toujours là. Que je choisis toujours la paix plutôt que le bruit. Des gens viennent parfois. Des inconnus qui ont entendu parler de la dame du café qui a pris le terrain. Des femmes qui se sentent invisibles. Ceux qu'on a trop longtemps réduits au silence. Ils arrivent avec des histoires. Je les écoute. Je leur offre du thé. Et s'ils me demandent conseil, je ne leur donne que ce que je sais. Que le silence n'est pas de l'amour. Et que le pardon n'autorise pas à faire du mal à nouveau. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma fille. Elle s'excusait. Elle disait qu'elle l'avait quitté. J'ai lu ces mots, j'ai plié la lettre délicatement et je l'ai rangée dans mon tiroir. Je lui ai pardonné. Mais je ne lui ai pas répondu. Certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes pour guérir. Chaque soir, je murmure à la photo de Robert. Je n'ai pas signé. Et je ne suis pas devenue une ombre. Puis je m'endors. Légère comme l'air. Je ne rêve que d'arbres et du calme que j'ai enfin conquis. Si vous êtes arrivé au bout de cette histoire, merci. Merci de m'avoir écouté, non pas une simple histoire, mais un parcours empreint de dignité, de résilience et de force tranquille. L'histoire d'Hélène ne se résumait pas à un acte jamais signé. Elle parlait de personnes comme elle. Des aînés autrefois perçus comme un fardeau, mais qui, en réalité, sont les racines qui unissent des familles entières. Au final, elle n'a pas seulement récupéré une maison. Elle a retrouvé sa voix, sa valeur et le pouvoir de choisir la paix plutôt que le silence. Si vous croyez que les personnes âgées méritent d'être entendues, respectées et qu'on se souvienne d'elles, abonnez-vous dès aujourd'hui. Ici, nous partageons chaque semaine des histoires vraies, profondément émouvantes et poignantes, sur des grands-mères, des mères et toutes celles qui, autrefois oubliées, ont puisé leur force au moment où personne ne s'y attendait.